Alors bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce cours tibétain. On commence par une prise de refuge. Sangye che tang tsogi cho namla changchu paratu dani kyapsuchi dagi jinso gipe se namki ndola penchir sangye drumbaraisho. Voilà, je récite cette prière lentement, comme ça, petit à petit. L'oiseau fait son nid et vous pourrez finir par comprendre le sens de cette prière, j'en suis certain. Je vérifie juste si vous m'entendez bien. Normalement, oui, mais je vais quand même augmenter le volume. Voilà, très bien. Alors, ok. Donc, vous avez à l'écran... alors, je vous rappelle que vous pouvez épingler la vignette, comme ça vous l'avez en grand sur votre écran. Vous avez donc la deuxième strophe de la leçon 1, parce que nous sommes toujours à la leçon 1, et il y a deux strophes. On a là la deuxième strophe, voilà, du troisième chapitre, le fameux troisième chapitre, qui est un magnifique chapitre où on voit comment développer l'esprit d'éveil. Alors, notre exercice, c'est le même. On se retrouve ensemble pour pouvoir parfaire notre capacité de lecture et faire que cette capacité de lecture soit assez fluide. Une fois que c'est acquis, ensuite, on va pouvoir vraiment se mettre à l'apprentissage des particules, mais petit à petit, je vous y introduis et puis les choses se feront. En guise de rappel, donc, j'évoque à nouveau le fait que la lecture, c'est elle qui va nous permettre de faire des groupes de mots. Et de faire des groupes de mots, c'est très important parce que vous pouvez avoir des groupes de mots très courts, tels que Chongchup, ça c'est un groupe de mots. Groupe de mots, ça veut dire qu'en tibétain, ça c'est une chose importante qui est sous-entendue, mais une syllabe est un mot. Hein. On est dans une langue monosyllabique. Donc quand je dis groupe de mots, ça veut dire que vous avez déjà deux syllabes, c'est déjà un groupe de mots. Parce que ça, c'est la particularité du tibétain. Chaque syllabe est un mot. C'est-à-dire chaque syllabe est signifiante. Alors, évidemment, une syllabe comme ici, pas, bon, elle est signifiante aussi d'une certaine manière parce que c'est une particule. Ça, on le verra Johanna, après. Oui, je ne sais pas si ça fait pour les autres, mais par moment, ça coupe le son. ça coupe le son. Ouais, par moment. Alors, je ne sais pas si pour les autres, Alors, c'est pour les ça autres, ça monte. fait pas. Donc, il y a que pour toi. Ah, Mais c'est ça, vraiment mental, ah bon, quoi. bah, tu vois, t'as un petit cadeau personnel. Je Oh, sais bah, pas. merci. Ça peut venir, ouais, zut, ça peut venir de ta connexion Internet. Possible, Euh, ouais. possible. Ouais, ça peut, D'accord. c'est possible. Non, alors, si les Désolée. autres, Christine, tu m'entends bien aussi? Ouais, ok, bon, très bien. Donc voilà, juste pour dire que la lecture est un prérequis, pas tout, oui, ça peut être un prérequis, mais disons, c'est un préalable nécessaire à pouvoir identifier les groupes de mots. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la difficulté qu'on rencontre quand on est apprenti de la langue tibétaine, c'est parce on n'a pas d'espace entre les mots. Donc, notre capacité de lecture, c'est ce qui va nous permettre petit à petit d'identifier les groupes de mots. Mais les groupes de mots, c'est toujours une idée, en fait. Ici, Chongchup, ça ne veut pas dire qu'on doit lire deux mots. Ça, c'est l'éveil. Donc, c'est un seul mot pour nous en français. Donc, ça veut dire que c'est une idée. Donc ça veut dire qu'un groupe de mots est toujours associé à une idée, plus ou moins développée. Si vous dites la coproduction conditionnée, bon ben, évidemment que vous avez plusieurs mots en français, mais ça reste une notion. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment de comprendre que la lecture, c'est pas juste savoir lire. C'est lire en vue de pouvoir associer les mots les uns avec les autres. Ça, c'est super important. Et de faire aussi que la lecture, ça soit pas que de la lecture mentale. Ça, j'insiste. C'est vraiment de la lecture quand vous lisez pour vous. Vous devez lire, quoi, vous devez, vous faites ce que vous voulez, mais idéalement, vous lisez à haute voix. Pourquoi? Parce que l'oralité, c'est ce qui va vous permettre d'inscrire, quand vous dites Changchup, si vous dites Changchup, Changchup, ça a un sens. Et il est important de le lire à haute voix pour que Changchup finisse par devenir éveil.
Parce que à terme, l'idée, c'est qu'on ait un texte, comme par exemple cette prière de refuge, Sangye Che Tang Tsoge Cho Namla, et que chaque fois qu'on dit un mot, Sangye, c'est deux syllabes, hein. Donc en fait, c'est deux mots, mais Sangye, ça veut dire Bouddha, hein. Sangye, c'est typique d'un groupe de mots. Un groupe de mots très petit, composé de deux syllabes, comme ici Changchup. Mais pour dire que après, ben voilà, vous le mettez en bouche, vous l'entendez et vous le prononcez. Et donc petit à petit, vous accédez au sens du groupe de mots. Voilà, c'est juste pour dire que la lecture, c'est pas juste une espèce de préalable technique et puis qu'ensuite, voilà, c'est fini. Non, non. La lecture, on va la retrouver sans arrêt, la lecture. Très important. Voilà, un long laïus, mais pour vous encourager à vraiment apprendre à lire. Alors maintenant, ben, on est quatre, c'est parfait, plus moi, ça fait 5, mais donc une ligne pour chacun, vu qu'il y a 4 lignes dans la strophe. Ça tombe bien, c'est parfait. Alors, Christine, je te laisse lire la première. Alors, tu peux lire soit en faisant de l'épellation, soit en lisant directement, tu fais comme tu veux. De toute façon, l'épellation, alors ça, c'est le prérequis à la lecture, on est bien d'accord. Mais maintenant, tu feras comme tu veux. Vas-y, Christine. Moi, je vais faire une appellation parce qu'il y a deux mots, deux syllabes qui sont pas si Très, évidents que très ça. bien, très bien. De toute façon, l'épellation, c'est là où se résout la manière dont on prononce la syllabe, hein. Ça, s'il y a une bonne épellation, il y a une bonne lecture, toujours. Vas-y. Payata cha nga chang, Parfait. cha chapiu chu ba chup, Mhm. rakata kayata gya chapiu gyu ra gyu, Très bien. kayata cha chapiu chu, non, c'est pas ça. Kayata kya chapiu kyu ra kyu, Très bien. tao ka drembuge, Très bien. pao sa ka sa sak, Très bien. pa. Parfait. Ben, c'est parfait. C'est très, très bien. Bah, rien à dire, hein. Donc, est-ce que tu peux lire directement les syllabes? Oui. Changchup, Kyur, Gyur, Kyur, Gesakpa. Gesakpa. Très, très bien. Là, c'est vrai que c'est un peu une partie, quoi, c'est pas une particularité, mais disons, on a deux sons très proches, hein. On Oui. a gur, gur. Et c'est vrai qu'on peut l'entendre comme gur, gur. Maintenant, ici clairement, rakata gayata gya shapkyu gyu. Gyu, c'est la cause, hein. Et gyu, la cause. Donc, quand on dit gyu, c'est un peu différent de gur. Parce que les Tibétains, ils prononceront ici gyu, et là, ici, gur. Mais bon, ça reste de la finasserie, hein. C'est pas évident de saisir ces petites différences de prononciation, parce que en fait, bon, il y en a une, parce que ici, elle est pas, il n'y a pas de lettre suscrite comme on le voit, hein. Donc ici, ça a le rôle d'un auxiliaire classique qui indique devenir. Donc quelque chose qui devient, quelque chose qui se transforme. Gur, le verbe gur, c'est quelque chose qui est très intéressant pour créer d'autres verbes. Ça peut être considéré ce qu'on appelle, alors ça dépend, mais on peut parler d'un verbalisateur, c'est-à-dire d'un verbe qui permet de faire d'autres verbes. Donc ça, en tibétain, il y en a pas mal. Mais il y en a certains qu'on retrouve très souvent. Et puis sinon, c'est surtout un auxiliaire de la langue classique. C'est-à-dire, c'est pour indiquer qu'il y a quelque chose qui est dans un mode de transformation. Et là, ben, Changchup, Gyu, ici on a l'éveil, ici on a la cause. Et donc, on voit qu'il y a l'idée de transformer en la cause de l'éveil. Mais ça, après, on le verra. Ça, c'est l'apprentissage des particules qui vont vraiment nous indiquer ce que je suis en train de vous dire. Et d'une manière assez claire. Au début, c'est un peu tâtonnant. Mais ça fait rien, c'est déjà... Voilà. Mais simplement ici, Gur, Gur, si vous pouvez prononcer ça, Gur, c'est idéal, mais disons, hein, c'est du détail quand même. Pour l'instant, déjà, bonne ébellation, bonne lecture, c'est déjà très bien. Ok. Et ta question, elle n'était pas donc sur la première ligne, Christine.
Oui, Oui, bah, j'ai eu de la difficulté à décortiquer justement ces 2 le gyur, kyu. ok, ok. J'ai trouvé dans la prononciation, c'était, Mhm. dans l'appellation un peu plus difficile en fait, C'est hein. un peu plus difficile, c'est vrai. Mais tu t'en es très bien sorti, hein, parce que là, raka, alors, une des grandes règles qu'on a bien vues, mais on lit toujours, quoi, et on appelle du haut vers le bas, tout le temps. Donc, ra, kata, ka, yata, gya, shapku, gyu, ra, gyur. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'étapes, hein. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, c'est déjà une syllabe complexe. Et ici, bah, c'est plus simple. Ka, yata, kya, shapku, kyu, ra, gyur. Voilà. Ok. Mmh. Très bien. À part ça, SACPA, ça c'est aussi assez intéressant parce que là, on n'a aucune marque distinctive, hein, qui pourrait nous permettre de nous dire, ah tiens, ça c'est la lettre de base. Parce qu'une marque distinctive, c'est Hello Caridad, coucou, bienvenue, Hello. hello. Une marque distinctive, c'est par exemple un signe voyelle, ça c'est une marque distinctive. Si vous avez quelque chose qui sort de l'ordinaire dans une syllabe, vous pouvez toujours vous dire, ah, c'est la lettre de base. Ici, c'est très clair, là, il y a un yata, ça, c'est une marque. Donc, c'est forcément la lettre de base. Ici, il y a un Q, c'est forcément la lettre de base. Là, c'est une lettre composée, c'est forcément la lettre de base. Ici, pareil. Ici, avec un dengbu, pareil. Mais là, quand on est dans une syllabe où il n'y a pas de marque distinctive sur une syllabe, on peut toujours se dire, tiens, c'est quoi la lettre de base? Et donc, la lettre de base, c'est très important parce que là, tu as très justement dit pao, sa, ka, sa, sak, parce que la lettre de base, c'est elle qui donne son son. Si c'était le pa, la lettre de base, ou si c'était le ka, la lettre de base, ça change le son. Parce que la lettre de base, elle donne le son. D'accord? Donc ici, pour que ça soit ça, ben, il faut que ce soit le ça, la lettre de base. Et comment le deviner? Ben, en fait, là, vous êtes face à un petit cas qui est pas bien compliqué, mais il faut le savoir. C'est-à-dire, on peut y aller par l'élimination. C'est-à-dire que une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a que le ça à la fin qui puisse être deuxième suffixe. Et ça, tant mieux pour nous. C'est-à-dire, il n'y a pas 15 lettres qui peuvent être deuxième suffixe. Il y en a en fait deux, et la plus commune, c'est le ça. Il y en a éventuellement une deuxième, mais bon, c'est tellement rare que n'en parlons même pas. Donc, on a le ça comme deuxième suffixe. Si le ça est a priori deuxième suffixe, ça veut dire qu'il faut forcément que celui d'avant soit le premier suffixe. Il faut que ce soit une lettre qui puisse être considérée comme suffixe. Et là, en fait, on voit qu'on a 10 suffixes. Et le cas fait partie des 10 suffixes. Donc on est bon. Et puis là, ben, le ça, on sait qu'il ne peut pas être préfixe, c'est pas possible. Et donc, en fait, du coup, le pas qui peut être préfixe, il y a 5 lettres qui peuvent être préfixes, ben, ça fait que le seul qui puisse être vraiment le rôle de lettre de base, c'est le ça. Si on disait que c'est le cas, ça marche pas. Parce que dans ce cas-là, on aurait le pas, je veux dire le pas, ça marche pas parce qu'on aurait 3 lettres qui sont 3 suffixes. Et ça n'existe pas. C'est un cas qui ne se rencontre jamais. Vous pouvez avoir au maximum 2 suffixes, mais pas 3. Donc ça peut pas être le pas. Ça peut pas être le cas parce que vous pouvez jamais avoir 2 suffixes. Ça n'existe pas. Vous avez toujours qu'un seul suffixe. Donc en fait, vous n'avez pas tellement le choix. Et puis ça peut pas être le ça non plus, parce que vous pouvez pas avoir 3 préfixes, et puis le ça n'est jamais un préfixe. Donc ça marcherait pas. Donc vous n'avez pas le choix, ça peut que être le ça. Donc c'est très simple en fait. Martine, tu Marc, vois? oui, pourquoi le ça à la fin du mot ne transforme pas le A en E? Parce que c'est dans son rôle de deuxième suffixe, il est totalement muet. C'est une simple marque orthographique. Il ne peut changer le son, par exemple, comme ici, que dans le cas où il est premier suffixe. Là, on a la chapkiulu, donc c'est très clair, hein, la chapkiulu, et puis on a un ça, le ou devient u, donc la chapkiulu, ça, lu. Ça marche. Mais dans son rôle de deuxième suffixe, on n'entend pas. Et en fait, on pourrait bien se dire, ben, en fait, vu qu'on n'entend pas à quoi il sert, mais ça, c'est comme beaucoup de lettres, c'est le principe de l'orthographe. Et l'orthographe, c'est souvent
a une marque distinctive du sens et non pas du son, comme en français d'ailleurs. Vert, 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 vous le prononcez de la même manière. Donc c'est une indication du sens et non pas du son. Donc l'orthographe, voilà, l'orthographe sert à ça. En voyant ça, ben après tu connais le mot, puis tu sais que sakpa, ça veut dire accumuler. Donc voilà, après, ça c'est là où il est bien d'apprendre le vocabulaire aussi, parce que plus vous apprenez du vocabulaire, plus c'est aussi une manière de repérer les éléments dans la phrase, forcément. Parce qu'en connaissant le mot sakpa, bah, voilà, tu sais que c'est ça, quoi. Tu as très de fortes chances que il soit question du verbe accumulé. Ici, on a gue, hein, taoga dembu gue. Et gue, c'est un mot très fréquent en tibétain. Gue, c'est quoi pour vous? C'est la vertu. Bravo, tout à fait. Et il y aurait une autre manière de dire la vertu, Christine? Euh, on a utilisé le gewa, non? Bravo, parfait. Gewa, c'est-à-dire, ce serait ça, ce serait ce mot-là. C'est-à-dire, où, imaginons qu'on ait le pas qui serait la dernière syllabe du mot, donc on aurait gewa. Et gewa, c'est la vertu. Mais, ge, c'est la vertu. Ça, c'est une chose pour nous qui venons d'une langue où il n'y a pas du tout ce principe de mot racine. C'est quelque chose qui est assez perturbant. Mais en tibétain, le mot racine, c'est toujours une seule syllabe. Puis après, vous avez des choses autour, du genre, voilà, si on avait écrit comme ça, admettons, ben là, voilà, on aurait écrit une deuxième syllabe, mais c'est quelque chose qui est annexe, c'est-à-dire que c'est une particule qui va venir se rajouter. C'est le principe d'une particule. Mais les mots en tibétain sont toujours racines. C'est encore le sens de la langue monosyllabique. C'est-à-dire, gue en lui-même a le sens de vertu. Ça, en lui-même, a le sens de accumulation. Et puis après, en fonction du contexte, soit le mot devient un substantif, un nom, soit ça devient un verbe, soit ça devient éventuellement un adjectif, mais en fonction de l'usage, c'est-à-dire en fonction de ce qui accompagne le mot. Donc ça, c'est une chose assez particulière. Ok, donc voilà, on peut dire beaucoup de choses sur une seule phrase, comme quoi. J'ai juste une question par Ouais, je t'en rapport prie, Christine. à ge ou gewa. Est-ce que c'est une manière orthographique? Ça veut dire la même chose, mais visuellement, dans la lecture, il apparaît différemment. Visuellement, c'est simplement que tu auras, par exemple, voilà, si là, tiens, tu écriras simplement comme ça, Taoka Dembuge, et puis tu mettras wa derrière, Gewa, voilà, tu écriras Gewa. Et puis, maintenant, la grande différence entre Ge et Gewa, il n'y en a pas. Simplement, Gewa, si tu parles en tibétain comme ça, courant, la vertu, tu dis gewa, parce que tu nominalises ge. Mais maintenant, ici, du fait qu'on est dans un style euh, très métrique, pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça veut dire chaque phrase est composée de 7 syllabes. Donc là, tu n'as pas tellement de choix. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être bien voulu mettre gewa, mais on n'a pas la place de mettre gewa. Donc on enlève le wa. Donc le tibétain permet de faire du zip, c'est-à-dire du concentré très fort. Et c'est le principe aussi d'une langue monosyllabique, c'est-à-dire tu dis une syllabe, tu dis chang, tu as dit une foule de choses. Donc si tu mets deux syllabes l'une à côté de l'autre, c'est un mot valise. Changchup, nous on traduit ça par l'éveil, mais en fait c'est comme Sangye quand on dit le Bouddha, Sangye, hein, Sangye, si on écrivait Sangye, ça serait Sa, Nga, Sa, Sang, Ra, Gata, Gaya, Ta, Gya, Sa, Gye, ça c'est le Bouddha, Sangye, d'accord? Mais en écrivant Sangye, vous écrivez une foule de choses. Vous dites Bouddha, mais en même temps, vous dites purification et vous dites développement. Donc, vous dites beaucoup plus que juste Bouddha. Donc, c'est pour ça que apprendre le tibétain, c'est une compréhension beaucoup plus fine des concepts même bouddhistes. Parce que c'est une langue qui a été conçue pour exprimer les idées bouddhistes.
Et puis nous, quand on dit Bouddha, ben voilà, c'est un peu plat finalement. Et qu'est-ce que ça veut dire Bouddha? On ne sait pas trop. Mais en fait, en tibétain, on dit Sangye, et Sang, c'est la purification, et puis Gye, c'est le développement. Donc voilà. Mais dans la langue parlée, on dira Gewa. On dira pas juste Gye. Voilà. Ok. Donc Claudia, de la deuxième ligne. Oui, j'espère que ça ne coupe pas, hein. Ouais. Mais écoute, pour nous, ça coupe pas. Ça va. On Ah, t'entend tant bien. mieux, tant mieux. Alors, je vais d'abord épeler, hein, Oui, Eplé, c'est très très bien. C'est toujours très très bien, Eplé. Ta Jenkpute, là, c'est là. Rachata, non. Oui, si, c'est très bien. Rachatacha Jenkpuche Sache. Très bien. Sa Shapyusu. Parfait. Ya Giguyi. Très bien. Ranya Rang. Alors, Ra, Nga, Rang, ça c'est le Nga. fameux. Rana Rang. Très bien. Nga Naro Ngo. Très bien. Voilà, il y a juste le Nga qui est encore un petit peu faiblard parce qu'on sent qu'il y a une envie de tirer vers le Na, mais à part ça, c'est très bien déjà. Ra, Nga, Rang et Nga, Naro, Ngo. Alors au début, il faut vraiment exagérer le son parce que Nga, Naro, Ngo, c'est vraiment Nga, 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 Ngo, Ngu, Ni. C'est vraiment le son qui est difficile pour nous à faire. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Si on fait gna gna gna, on y arrive, hein. Donc, le problème, c'est qu'on a un peu l'impression d'être crétin devant les autres, mais à part ça, on arrive à faire le son. C'est pas un son inconnu pour nous au niveau de la langue. Mais bon, voilà, c'est vraiment. Donc, oui, c'est vraiment. Mais c'est bien quand on est seul d'essayer de le sentir le son, parce qu'une fois on le sent, on l'a repéré dans la bouche. Il y a une mémoire du corps, hein. On produit le corps, c'est quoi je veux dire, un son, c'est physique, hein. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de son des palatales, des dentales, etc. C'est parce qu'il y a des positions de la langue dans la bouche. Donc, rango, très très bien. Ici, une petite précision. Rachataja dembuje, c'est très bien. Mais c'est simplement. Non, non, mais ça va très bien. Au départ, Rachatacha dembuche sache, parfait. Parce que le but, c'est déjà de repérer les lettres, c'est très bien. Et puis après, on apprend petit à petit que en général, quand on voit une combinaison avec une lettre suscrite, le cha va devenir ja. Le ka va devenir ga. Mais ça va venir. C'est pas grand chose. Je veux dire, y a pas, c'est pas une difficulté technique. C'est juste, voilà. Jesu. C'est par exemple comme quand typique, le mot dorje, quand on dit un dorje en tibétain, si je veux écrire dorje, je vais écrire Radatada Narodo, et puis après Ra Jataja Dembuje. Et dorje, je veux dire, un dorje, c'est un dorje, quoi. Et donc pour les Tibétains, un dorje, c'est tout le temps un dorje. C'est comme pour les Suisses du gruyère, quoi. C'est vraiment, ça se voit partout du dorje. Donc dorje. Donc c'est ça qui est intéressant avec le son, parce que justement après, par exemple, j, ben voilà, bon là c'est peut-être pas le bon exemple parce que si tu veux c'est plus j suirang, ça veut dire se réjouir, se réjouir. Alors si tout à coup le mot se réjouir devient ton moyen mnémotechnique pour te souvenir que j, ça j, ben voilà, tu le sauras parce qu'après tu as quand même chaque fois ces mots signifient des choses. Donc après tu peux dire j comme dorje, tu vois. Donc tu peux utiliser ces moyens mnémotechniques là. Bon, à part ça, J, très bien. C'est le, pardon, Oui, je t'en prie. c'est la lettre suscrite qui fait que C'est ça ça, va. c'est ça. C'est la lettre suscrite. C'est la lettre suscrite qui fait qu'il y a une petite altération, qui fait que le K devient Ga, le Pa devient Ba, le Cha devient Ja, le Tsa devient Za. Donc, après, ça concerne, dans le tableau des 30 lettres de l'alphabet, ça concerne la troisième colonne seulement. Ah oui, ouais.
Et juste un dernier truc, Oui, je t'en prie. pour le dorje, Oui, en fait, justement, le fait de dire cette espèce de R à la ouais. fin de to, c'est à cause de la lettre suscrite qui Tu as tout suit à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est pas énoncé comme une règle vraiment, mais effectivement, c'est doje, mais après, pour faciliter la prononciation, plutôt que de dire doje, on dit dorje. Mais c'est plus un usage de la langue qu'une règle absolue. Hein. Parce qu'il y a des fois où ça ne sera pas le cas. Mais, bon, après, bien sûr, les yeux. Et en général, le tibétain est assez cash, c'est-à-dire que les règles, elles sont assez suivies, il n'y a pas 15 milliards d'exceptions bizarroïdes. Donc c'est plus facile, largement plus facile à lire, par exemple, du tibétain que l'anglais. L'anglais, c'est une folie absolue. Par rapport à ça, l'italien ou l'espagnol est beaucoup plus limpide. C'est-à-dire tu prononces à peu près comme tu prononces. L'italien, c'est assez clair. Le français, alors, n'en parlons pas. Le français, tu prononces pas du tout comme t'écris. Donc, c'est une langue super compliquée. Le tibétain, tu prononces comme t'écris. L'écrasante majorité du temps. Donc, en fait, on se rend plus compte parce que nous, on vient du français puis on se dit ah bon, bah non, le français est beaucoup plus compliqué. Là, le tibétain, il n'y a pas de surprise. Hein. Te, c'est ta dembu te. Par contre, il faut se souvenir, ça, voilà, c'est une autre difficulté. Ici, c'est ta. C'est une lettre basse expirée. Donc, normalement, ta dembu te, la, je, su, yi, rang, ngo. Voilà. Voilà, petit à petit, ça vient. Mais ça vient très bien, hein, vous vous en sortez super. Martine, la troisième ligne. Bien sûr, tout le monde peut profiter de l'exercice des uns des autres. Hein. Vous pouvez même fermer votre micro, faire l'exercice de lecture en même temps. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Martine. La Chapchulu, salut. Cha Nachen. Ao Kanao Ko Ra Kor. Très bien. Kao Agigui. Alors là, il faut dire wa, parce que ça, c'est la petite particularité. Mais ça, c'est pas très compliqué parce que ça sera chaque fois la même chose. C'est-à-dire que le pas qui intervient comme deuxième syllabe d'un mot, on le prononce wa. Donc ici, c'est wa. Même quand il est devant. Bah, alors, c'est-à-dire que si tu veux, le mot, là, peut-être la difficulté pour nous, c'est de réussir à se dire le mot, il est où le mot? Le mot, c'est celui-là. Tac, 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 tac. Ça, c'est le mot. Le mot, c'est korwa. D'accord? Donc, après, ici, quand on voit un agigui derrière, ça, c'est une particule. Donc, ça n'a rien à voir avec le mot. D'accord? Donc, voilà. Mais bon, franchement, c'est rien du tout. Quoi. Vous allez vraiment vous y faire et c'est vraiment facile. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on voit que ça ne pose aucun problème. Simplement, du coup, il faut repérer que ici, le pas tient le rôle de la deuxième syllabe du mot et dans ce cas, il se prononce wa. Mais heureusement, il n'y a pas 15 milliards d'exceptions de ce genre. Il y en a une, en fait. Quoi, à ma connaissance, il ne me semble pas qu'il y en ait une deuxième, mais il y en a une où tout à coup une lettre, ah bon, le pas devient un wa. Oui, il y en a une deuxième avec d'ailleurs toujours la même lettre, le pas, quand il est préfixé par exemple, ta. Si par exemple on écrit ça, ta, tao, là, dans ce cas, avec un mot comme ça, tao, wa, nga, wang, ben, parce qu'il est préfixé par un ta, le pas devient wa. Donc ça, c'est une particularité. Vous l'avez dans le document que je vous ai envoyé, que vous retrouvez dans le chat. Je l'ai mis dans le chat encore. Je l'ai envoyé par mail, mais je l'ai mis dans le chat, où il y a toutes les bizarreries, prononciations, etc. pour l'alphabet. Je ne sais pas si toi, Caridad, tu l'as. Peut-être pas, je ne sais pas. Je crois que non. Ok, alors je renverrai ce document dans le groupe WhatsApp. Tu es bien sûr dans le groupe WhatsApp, Caridad, ou pas? Il me semble que non. Non, mais c'est pas possible depuis tout ce temps-là. Ça va pas. Ok, alors je
D'accord, non, parce qu'il y a... C'est toi qui dois Oui, c'est moi, l'ajouter. ouais, c'est moi, alors donc Voilà. c'est moi le fautif. Ça va pas du tout. Donc, Oh ok. non, Ah c'est pas non, ça, non, c'est non, juste non, pour non, mais savoir. je sais bien. T'étais pas en train de me clouer au pilori. Mais je suis quand même fautif, ça n'empêche pas. Bah, Ouais, c'est pas grave, mais disons, voilà, c'est bien de reconnaître. Alors, bref. Donc ici, Korowa. Donc tu vois, Martine, l'idée, hein, donc voilà. Donc, alors maintenant, vu qu'on est sur Korowa, petite particularité de Korowa, c'est que d'abord, à mon goût, ça fait partie des mots favoris. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle les mots favoris, c'est ceux que vous mettez dans vos petits carnets, dans votre iPhone, vous faites comme vous voulez, mais c'est les mots clés. Pourquoi? Parce que Korowa, ça veut dire le samsara. Donc ça, en tibétain, évidemment, c'est bien de connaître Korowa. D'ailleurs, ici, dans ces strophes, vous avez presque que des mots-clés, hein, parce que mais il y en a beaucoup, beaucoup de mots-clés. Mais Korwa, ça, derrière, vous avez Dungel. Alors ça, c'est aussi... Alors Dungel, ça veut dire la souffrance, c'est Dukkha. Ça, vous en entendez parler tout le temps dans le monde tibétain bouddhiste. Dungel, ça, c'est tout le temps là. Donc Korwa, cycle des existences. Et d'ailleurs, une fois que tu auras épeler la suite, eh bien, on pourra faire une petite analyse très sympathique ici. Alors, vas-y, Martine. Sa tatada shachudo kado. Bravo. Pao. Oui, bravo. Sa na san. Non, sangatanga. Il faut d'abord que tu dises sangatanga. Sanatana la san. Ben non, parce que tu as nga, et puis après, tu as le son la. Et qu'est-ce que tu fais avec un nga et un la, d'après toi? Je le transforme en e. Eh ben, déjà, Le sa. le la, il va donner son. C'est un suffixe sonore, hein, le la. Donc ça veut dire que on va l'entendre. Dans l'histoire, là, on va l'entendre. On va l'entendre. C'est-à-dire qu'il va donner le son le L, si tu veux. Il va donner le L à la lettre de base. La lettre de base, c'est celle-là. Sangatanga. Donc sangatanga la ngel. Ngel. Alors maintenant, après, tu peux dire sangatanga la ngal. Mais après, il se trouve que ce suffixe, il est un peu rotor, parce que d'abord, on l'entend, il y a des suffixes qui sont muets, lui, on l'entend, il est sonore, et puis, il a, avec trois autres de ses compères, il a le pouvoir de changer le son A en E. Donc, ça veut dire nga, la, ngel. Tu vois l'idée? Caridad, est-ce que tu as bien à épingler la vignette pour voir en grand sur ton écran? Parce que tu sais que si tu épingles ma vignette, la mienne donc, tu verras en grand sur ton écran. Parce que j'ai l'impression que tu te rapproches beaucoup de l'écran, un peu comme si tu essayé de déchiffrer les lettres. C'est peut-être pas le cas, hein, mais juste sache que tu peux épingler ma vignette. Ou tu double-cliques sur ma vignette. Normalement, ça marche comme ça. Ah, si. Et voilà. Et donc là, tu vois en grand. D'accord? Eureka. Exactement. Eureka. Ah oui, ça change la vie, hein. Ça change la vie. Parce que en plus, des fois, oui, ça change la vie. Donc voilà, comme ça, voilà, ben, parfait. Très bien. Moi, je vous ai toutes, comme ça, voilà, mais comme ça, vous pouvez bien voir sur votre écran, ou comme vous voulez. Mais bon, alors, oui, ici, donc, Pao, Sangatanga, Langel. Voilà. Voilà. Alors, c'est simplement, attention, c'est pas Niel, c'est Ngel. Ngel, Ngel, Ouais, Ngel. Ça va venir, Ngel. Alors maintenant, autre chose, je t'ai vu hésiter pour le Pao. C'est pas grave du tout, bien sûr. Mais à partir du moment où là, dans une syllabe, il y en a une qui est une lettre composée, forcément que celle de devant, c'est un préfixe. Ça peut pas être autre chose. Donc si c'est un préfixe, eh ben, si c'est un pa, tu dis pao. Si c'est un ka, tu dis gao. Si c'est un ma, tu dis mao. Si c'est un ta, tu dis tao. Quoi, voilà. C'est un préfixe. Donc là. Après, c'est juste l'habitude. Et la dernière? La salée. La salée, absolument. Alors, on va Miel. prendre
Jean-Marc, comment tu Oui? le prononces alors? Nielle, Alors, ngelle, ouais, ngelle, nielle. ngelle. Alors là, on va voir quelque chose de très intéressant. Donc ici, vous avez un, ici vous avez un génitif. Ok? Là, vous avez un génitif. Vous voyez le génitif, vous le voyez bien le génitif. Donc là, vous avez un génitif. Je vous le mets bien. Voilà. Ok, vous avez un génitif. Un génitif, c'est une particule. C'est super important comme particule. C'est une des particules fondamentales que l'on va fréquenter sans arrêt. Sans arrêt. Pourquoi c'est très important? Parce que un génitif, c'est un mot, quoi, c'est une particule qui permet de faire un lien entre deux choses. Un lien de type possession ou de type qualification. Je m'explique d'une manière plus claire. Si vous dites la pomme de Pierre, ou la pomme de Jean, ou la pomme de Caridad, n'importe, évidemment, vous avez émis l'existence d'un lien entre une pomme et Pierre ou Caridad ou Patricia, etc. Donc ça veut dire que c'est pas la pomme de n'importe qui, c'est la pomme de quelqu'un. Donc là, vous avez émis l'existence, vous avez exprimé l'existence d'un lien particulier entre deux choses, entre pomme et propriétaire. Ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle un génitif. En tibétain, pour exprimer ce type de relation, on l'écrit nommément. On pourrait dire presque comme en français, on utilise la pomme de Patricia, la pomme de Claudia. Donc on va dire de. Alors après, quoi voilà, bon bref. En tibétain, on a une particule qui est le génitif. La richesse de cette particule, mais qui peut parfois être pour nous un peu compliqué, c'est que la particule, elle est morphologiquement variable. C'est-à-dire que, en termes simples, elle a plusieurs formes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement une forme, elle en a 5 de formes. Mais cela dit, c'est pas non plus super compliqué à s'en souvenir. Par exemple, ça, c'est une autre forme. Et ça fera partie de l'apprentissage des particules. Mais petit à petit, je vous y introduis, évidemment. D'ailleurs, vous y êtes déjà introduit dans la leçon elle-même. Si vous regardez dans l'analyse, vous avez la présence de tout ça. Alors, à partir du moment où ici on a un mot-clé, korwa, qui veut dire le cycle des existences, et là on a un autre mot-clé, dungel, qui veut dire dukkha, ou la souffrance, ou le mal-être, et puis que vous avez une particule jusqu'au milieu, et bien dans ce cas, vu que c'est un génitif, ça vous permet de faire un lien entre ça et ça. Et dans ce cas-là, ça veut dire que samsara et souffrance, ça devient souffrance du cycle des existences. Ok? Donc, un génitif va vous permettre de créer des groupes de mots très élaborés. Vous allez pouvoir mettre des chaînes de génitifs. Comme en français, vous pourrez dire la pomme de Patricia de la tante de Pierre, voilà, n'importe quoi évidemment, mais disons, on peut imaginer le cheval blanc qui se trouve derrière la maison et qui appartient à mon oncle. Tout ça, c'est une espèce de goût de fatras d'indication qui devient un groupe de mots. Le principe des groupes de mots, c'est très important parce que c'est un groupe de sens. C'est toujours un groupe de sens. Donc, quand vous avez dit ici, admettons, Corwedungel. Attendez. Hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Cor. Voilà. Alors, Corwedungel. Hop. Et puis, hop. Ah ben, je savais pas que je pouvais faire ça avec mon stylo. Eh ben, c'est génial. Il me fait un carré. Alors, Corwedungel, d'accord? Là, vous avez un mot. Et ce mot, c'est la souffrance du cycle des existences. D'accord? Alors, vous avez un mot. C'est pas exactement un mot, vu que c'est plusieurs mots. Mais c'est une idée. C'est une notion. D'accord? Oui, Claudia. S'il vous plaît, monsieur. Oui, madame.
En fait, ça va dans le sens contraire alors en tibétain. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme en allemand où mais je sais plus qui c'est qui avait dit ça la dernière fois aussi. Oui, bien sûr. Alors, du côté, du point de vue francophone, on se dit c'est le sens contraire, évidemment. Mais oui. Alors, c'est là où après, de toute façon, je vais vous en parler à peu près 10 milliards de fois du génitif. Vous allez voir, à toutes les sauces, vous allez au plus en pouvoir du génitif. Mais ce que je vais vous dire systématiquement, c'est que vous avez toujours à gauche déterminant et à droite déterminé. Ça, c'est le truc qu'il faut vous souvenir. Pourquoi? Parce que ce qui est déterminé, c'est quoi? C'est la souffrance. Elle est déterminée par quoi? Par le cycle des existences. Donc, c'est pas la souffrance de Christine, Simon, Pierre-Paul ou Jacques, c'est la souffrance précisément du cycle des existences. Donc, elle est déterminée, donc là, le déterminé est là à droite, par le déterminant. Ok. Donc ça, voilà, faut le savoir, quoi. C'est-à-dire qu'après, une fois que vous le savez, vous pouvez refaire le chemin logique. Puis après, c'est là où, justement, ce que je vous disais en introduction de la leçon, la lecture, elle va vous permettre de capter une idée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous dites Koroe Dungel. Et vous le dites, c'est-à-dire il faut jamais que ça reste simplement mental. Ça marchera pas. Il faut vraiment que vous prononciez, que vous entendiez. Koroe Dungel. Et Koroe Dungel, vous avez exprimé une idée. Vous avez exprimé l'idée de souffrance du cycle des existences. Et de manière à ce qu'il puisse y avoir une inscription en vous, on pourrait dire émotionnelle, et non pas juste mentale, de la manière dont ça se dit. C'est comme pour d'autres, il y aura plein de notions de ce genre, telles que, je ne sais pas moi, Changchup Sempa. Un Changchup Sempa, c'est un bodhisattva. Mais c'est clair que Changchup Sempa, vous n'avez pas besoin, au bout d'un moment, quand Changchup Sempa, quand la totalité de ces 4 syllabes est devenue une idée, en disant Changchup Sempa, vous avez l'idée, vous avez bodhisattva. Donc ça, c'est ce qui sera rendu possible par la lecture. La lecture, elle va vous donner une possibilité d'agréger le sens, de le constituer, de le métaboliser. Ok? Donc, Koroe Dungel, ça intervient vraiment comme une idée. Et le génitif va être très important pour pouvoir créer ces unités de sens. Très important. Et Oui, pardon, je t'en en prie. parenthèse, alors ça veut dire que le génitif là, Ouais. en fait, il transforme le wa, pardon, en we. Oui. Voilà, Ouais, ok. ouais, t'as raison de souligner ce petit fait-là. Koro ouais, parce que c'est koro wa i, ou koro wa ki, vu qu'il est morphologiquement variable, on aurait pu le mettre sous une autre forme, mais vu que ici, le mot se termine comme ça, c'est-à-dire juste avec une syllabe toute simple, dans ce cas, on le met sous la forme agigui. Et vous verrez que quand il se termine d'une autre manière, quand le mot avant se termine d'une autre manière, on utilise une autre forme de génitif. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après, ça fait trop d'informations d'un coup. Déjà, si vous repérez que là, il y a une particule et que le rôle de la particule, c'est de faire un lien entre deux mots, franchement, on est gagnant. Là, à ce stade, vous n'avez pas besoin de savoir autre chose. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'une méthode immersive, où on apprend le tibétain à partir d'un texte. Parce que vous n'avez pas besoin de savoir théoriquement tout ça. Petit à petit, vous verrez d'autres cas de figure. On vous dira c'est le même génitif. Ah, d'accord. Ah, puis il a une autre forme. Eh bien oui, il a une autre forme. Et puis petit à petit, il va y avoir un système de déduction qui se met en place et qui fait que, voilà, c'est le contexte qui vous apprend des choses. Ce qui n'empêche pas d'avoir la théorie. Hein. Vous avez aussi la théorie. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà. Et puis là, il y avait une autre particule à la fin, mais je n'en parle pas pour l'instant, parce que c'est une particule importante. Patricia, alors la dernière. Oui, je t'en prie. Attends, j'ai une question d'abord. Je t'en prie. C'est si je voulais dire l'équivalent de l'herbe rouge, Mhm. je dirais quoi? Rouge plus génitif plus herbe? Un truc comme ça? Alors,
pas vraiment, parce que dans le cas de l'herbe rouge, c'est vraiment un adjectif. Donc, c'est pas exactement le même cas. Alors, attends, comment je peux t'expliquer ça bien? L'herbe rouge, c'est comme la pomme rouge. Donc, dans ce cas-là, tu mets comme en français, pomme et rouge. Kushu marpo. Point. Et puis, ça devient une pomme rouge. Alors là, c'est pas très compliqué. Mais maintenant, si tu veux créer une relation qualifiant-qualifié, c'est un peu différent. Parce que, dans ce cas-là, ce serait plutôt, euh, par exemple, un restaurant chinois ou un restaurant tibétain. Quand tu dis un restaurant chinois, chinois devient un adjectif, tu es d'accord? Mais chinois, c'est pas à proprement parler un adjectif en tant que tel. Ça peut être un adjectif, évidemment, mais c'est pas cantonné à un rôle d'adjectif. Eh ben, c'est la même chose en tibétain. C'est-à-dire que dans ce genre de cas, on parlera d'une relation de qualifiant-qualifié. Et on dira restaurant, on dira, rappelle-toi ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire déterminant, déterminé, ou qualifiant, qualifié, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui est qualifié? Le restaurant. Le restaurant, exactement. Et donc, chinois, on le mettra où? À gauche ou à droite? Et avant. Exact. On le mettra à gauche et on mettra restaurant à droite. Donc là, on aura Gami et là, on aura Sakan, le restaurant. Et puis, Et on le aura un reste, génitif au milieu. Gami ouais. yi Sakan, c'est-à-dire le restaurant du chinois, c'est-à-dire le restaurant chinois. Oui, oui, c'est vrai. C'est le cas un peu particulier avec des adjectifs. C'est-à-dire si on a des adjectifs, par exemple les couleurs, les adjectifs de couleur, donc comme en français d'ailleurs, on peut dire pomme rouge, on accole les deux mots et puis tout de suite, c'est le principe d'un adjectif pur, on pourrait dire. Pur, je ne sais pas si on va parler d'un adjectif. Mais disons, là c'est vraiment rouge. Oui, faut vraiment modifier le mot pour que ça devienne autre chose. Par exemple, rougeur, une rougeur, ça devient un substantif. Mais là, on a produit une métamorphose puissante. De rouge à rougeur, c'est puissant. Hein. En Et, tibétain, on ne fera pas ça. En tibétain, on gardera marpo, mais on va rajouter quelque chose qui est de l'ordre d'une particule. On dira marka. Quoi, voilà, on va utiliser, on va jouer. C'est une autre langue, c'est une langue qui se base sur les racines des mots, donc c'est un peu différent. Voilà, Caridad, oui, Jean-Marc, bien oui, sûr. pardon. Non, je t'en prie, c'est Là, bien. excuse-moi Patricia, mais là, quand tu expliquais par exemple le restaurant rouge, et est-ce que tu peux le dire de nouveau, pardon, en tibétain, s'il te Le plaît? restaurant chinois, tu veux dire? Chinois, oui. Oui, très bien, bien Pardon. sûr, bien sûr. Non, il pourrait être rouge. Hein. Dans ce cas-là, ça sera Sakang Marpo. C'est intéressant. Dans ce cas-là, le restaurant rouge, ça sera Sakang. Sakang, c'est le restaurant. Donc, Sakang Marpo. Et puis, Sakang, c'est pas compliqué parce que ça, c'est manger. Kang, c'est la maison. C'est la maison où on mange. Hein. Donc, c'est typique d'une langue monosyllabique. Oui, Vous agrégez les oui, mots. Donc, bref. Sakang Marpo, ça, c'est restaurant rouge. Mais maintenant, si je veux dire le restaurant chinois, je vais dire oui. Gami. D'abord, je mettrai Gami, c'est-à-dire chinois. Puis après, je mettrai derrière Sakang. Gami yi Sakang. Alors, Oui, justement, je t'en prie. tu introduis le i parce qu'en fait, c'est de la Chine. Oui, Ça serait exactement. Exactement. plutôt que chinois, Oui, de la que Chine. Tu as le. raison, tu as raison, tu as raison. Ah oui, Tu as d'accord, raison, tu as d'accord. raison. De la Donc, Chine, c'est... pour exprimer enfin, les nationalités, on va dire, par exemple, Oui. on va utiliser de toute façon le génitif. Le On, génitif. pas forcément, parce que par exemple, Gami peut vouloir dire chinois aussi. Ah Gami tout ah, seul, Gami tout seul. ouais, Mais Gami, d'accord. c'est un peu plus compliqué que ça en plus. Parce que, quoi, c'est pas compliqué. En fait, c'est compliqué pour nous, mais en tibétain, on joue avec des Legos. Donc c'est très très simple. Gia, le mot Gia, c'est Chine. C'est la racine pour Chine. Ah ah, Point. oui, Et puis si je d'accord. mets Gia, Mi, ben, je joue vraiment avec des Legos. Je vous assure qu'on joue avec des Legos. C'est-à-dire, j'ai Gia. Ici, j'ai Gia.
c'est un carré. Et puis, après, hop, je mets même pas de plus, j'ai un carré. Gia. Et puis là, j'ai un autre carré, c'est mi. Voilà. Et c'est tout. Et donc, mi, c'est une personne. Et puis, Gia, c'est Chine. Donc, si je D'accord. dis Gia, mi, ben, je dis chinois. Mais ça, ce serait plutôt dans le langage courant, le langage colloquial, Ouais, quand tu parles avec pareil, quelqu'un, pas pareil, forcément. pareil, pareil. Voilà. Littéraire, ça marche exactement de la même manière. Ah, littéraire À aussi. littéraire, Ah, ça marche de la même manière. Ça marche de la ok. même manière. Et par exemple, ouais, mais la Chine, si je veux dire la Chine, je vais dire Gia-na. C'est-à-dire, je garde D'accord. Gia. Gia, c'est vraiment la racine pour tout ce qui est chinois, on va dire. Et puis Ah, après, je vais mettre des mots derrière. Alors, Gia, mi, c'est la personne chinoise. Chine. Si je dis Ghana, Ghana, ça veut dire le pays, la Chine. Mais parce que na et mi, ça va vouloir dire des choses comme ça. C'est pour ça qu'on joue avec des plots. Alors, nous, on est un peu perdus parce que nous, dans notre langue, on a des mots qui sont toujours liés à un sens, tel arbre. Quand on dit arbre, bre, ça veut dire rien. Hein. Ça, en français, si tu dis tu peux me passer le bre, là, on ne voit pas ce que ça veut dire. Hein. Ça, rien du tout. Donc, arbre, c'est une espèce de construction de son qui finit par désigner un arbre. Voilà. Mais en tibétain, c'est pas comme ça. En tibétain, on agrège des éléments de sens, non pas de son, de Oui, sens. oui, tout à fait. Et Oui. ça, c'est très différent. Alors, mi, ça veut dire personne. Ce qui fait que si tu dis ensuite, Italie, si tu dis Italie mi, tu as dit italien. Mhm. Si tu dis Parenzi, Parenzi, c'est le mot en tibétain pour dire la France. Parenzi mi, ben, c'est français. Par exemple, D'accord. si tu dis Noob, c'est l'ouest. Cho, c'est la direction. Donc, si tu dis Noob Cho, c'est l'Occident. Noob, l'ouest, Mhm. et puis Cho, la direction. D'accord. Donc, si tu dis Noob Cho mi, ben, ça veut dire les Occidentaux. Oui, tout à fait. Voilà, donc en tibétain, on joue avec on joue avec des plots. Alors, des Il y a quand même fois, c'est très logique quand même. c'est complètement logique. En fait, en faisant du tibétain, tu réalises que le français est assez peu logique et le tibétain, par contre, est très ras du sol. C'est vraiment logique. C'est-à-dire, même pour les principes les plus philosophiques, c'est toujours hyper raisonnable. C'est hyper carré, quoi. C'est vraiment, tu fais de l'agrégation de sens. Donc, il n'y a pas, il y a pas de bizarrerie, quoi. Par exemple, tu peux pas dire, par exemple, alors, la beauté du français, comme d'autres langues d'ailleurs, c'est tout le dimension figurative. Et tu peux par exemple dire le frigo marche bien. Mais en fait, en tibétain, c'est aberrant de dire le frigo marche bien, parce que c'est marcher, c'est pour marcher, quoi. C'est pas pour fonctionner. Tu peux pas tellement faire des associations de sens comme ça. Tu peux à des moments, mais moins. En français, tu fais plein d'associations de sens, tout le temps. En tibétain, beaucoup Mhm. moins. En tibétain, on est ras du sol, quoi. C'est gami, voilà, point, quoi. Il y a pas. Et d'ailleurs, quand on parle d'une manière beaucoup plus venu du français, ce serait beaucoup plus cru. Mais c'est pas cru du tout, parce qu'on peut mettre d'ailleurs des formes, il n'y a pas de problème. Mais on dit les choses d'une manière très simple. Si je veux dire je suis Jean-Marc, je dis juste nga Jean-Marc yin. Point. C'est je Jean-Marc est. Point. Il n'y a pas de conjugaison. Pas du tout. Il Mhm. n'y a pas de Mhm. conjugaison. En français, la conjugaison, c'est hallucinant. Prenez Oh, le verbe aller, je vais, j'irai. Quoi, vous comme en avez, espagnol, mais oui, c'est une folie. ça Quoi. change. Vous avez un verbe, vous avez, je ne sais pas, 10 formes pour le verbe aller. Euh, nous irons, évidemment, ça change en plus. Donc ça, c'est une conjugaison, c'est-à-dire c'est une transformation en fonction du genre et du nombre. En tibétain, non. Yin, ça veut dire est, donc nga, Jean-Marc, yin. Puis vous avez deux manières de le dire, yin et re. Yin, ça veut dire la certitude, re, c'est le constat. Donc voilà. Donc moi, je peux dire Caridad Pumo Re. Caridad est une fille ou une femme. Donc Caridad Pumo Re. Point.
J'ai juste aligné les mots. Mais évidemment, j'ai même pas mis d'article, j'ai rien mis, j'ai juste mis les mots. Puis j'ai fait une phrase correcte. Donc c'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est la plus grande difficulté pour nous au début quand on apprend le tibétain, c'est de rentrer dans une autre logique. Et quand on est rentré dans cette logique-là, alors là, petit à petit, ça devient clair. Mais au début, il faut rentrer dans la logique. Typique ici, Koroe Dungel. Une fois qu'on s'est fait, c'est bon. Très bien. Donc, Merci. mais pas de quoi. Non, non, moi j'aime bien aussi les cours débutants parce qu'on peut reprendre toute cette magie de la langue et puis prendre du temps pour bien comprendre comment ça se construit. C'est une belle chose. Patricia, la dernière phrase. Na drembune sane Alors, para. c'est bien, mais ça Je serait sais. beaucoup mieux que ce soit né. Alors, vas-y. Ne. Ouais, très bien. Ne. Ah, tu vois, tu peux le faire. C'est juste que tu n'oses Ouais. pas le faire. Donc, fais-le. Ne. Ah, Para pa. parfait. Cha. Chara cha. Non, ici, c'est juste un ta. Taratar. pardon. Ah oui, non, mais Ah ça, c'est une petite inattention, c'est rien du tout. Taratar. Oui, par Là. contre, c'est expiré. Taratar. Taratar. Très bien. La. Impeccable. Yagigui. Impeccable. Rana. Rang. Oui, très bien. C'est juste, il faut vraiment, tu t'habitues chaque fois à le faire, tu arrives à le faire. Donc, il faut juste, faut que tu te forces à le faire au début, puis après, ça viendra tout seul. Et là, le dernier, cerise sur le gâteau. Non. Non, non. Na, Na. 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 Alors, d'abord, tu dis na, puis après, tu dis naro, naro, ngo. Non. Très bien. Ngo, ngo. Non. Parfait. Ngo. Voilà. Il faut vraiment, au début, il faut forcer le son, et puis après, ça viendra très bien. Nga dembu nge sa nge, para par, tara tar, la, yagigu yi, ranga rang, nga naro ngo. Ok? Très bien. Est-ce que Carida, tu lirais la totalité? Tu peux ou pas? Compliqué pour toi? Ou en tout cas une ligne. En tout cas une ligne, qu'on t'entende quand même. Faut que tu ouvres le micro, parce que je t'entends pas. Il faut que tu ouvres ton micro, Caridad. Ah non. C'est rien. Vas-y. Donc ça fait 10 minutes que tu protestes, mais je ne sais même pas ce que tu as dit. Alors, Chang. Très bien. Cha, Shapyu, Chu, Pa, Chup. Très bien. Chup. Ouais, Chung Chup. Puis, Rakataga, Yatagia, et Shapyu, Gura, Gur. Très bien. Gur, très bien. Gur. Et Ka, Yatagia, Shapyu, Gura, Gur. Très bien, très bien. Ici, c'est gur et ici, c'est cure. Légère petite différence. Ici, gur et ici, cure. Cure. Mais bon. Gur. De toute façon, mais pour l'instant, reste là où tu en es, c'est très très bien. Kayata gya shapkyu gura gur ou kayata kya shapkyu kura cure. Très bien, change rien, c'est très bien. Après, ça, c'est des petites finesses qui viendront après. Là, ça marche pas. Parce que ça, c'est un préfixe. Tao. Ah oui, pardon. Kadrenpuke. Non, Tao Kadembuge. Ah, Tao Kadrenpuke, oui. Très bien. Pao Sa Kasa. Pa. Ah non. Pao Sa Kasa. Pao Sa Kasa. Sa. Ouais, Pao Sa Kasa Sa. Très bien. Pao Sa Kasa Sa. D'accord? Parce qu'ici, on a deux suffixes. On a le suffixe Ka et on a le suffixe Sa. Donc, Pao Sa Kasa Sa.
Osaka-sasa, pas. Pas. Très bien, impeccable. Voilà. Alors, pour terminer la leçon, parce qu'on est arrivé au bout de l'heure, ce que je vous propose, c'est que vous fermez votre micro et on va épeler tous ensemble. Mais vous épelez vraiment. Moi, j'épelle pour vous, mais vous épelez vraiment de votre côté. Et puis, comme ça, à la fin du replay, vous aurez toute la syllabe, toute la strophe épelée que vous pourrez donc vous pourrez vous y entraîner et vous y reporter. OK? Alors, vous essayez de le faire. Sinon, bon, vous pouvez aussi juste écouter, mais comme vous voulez. Payata changa chang, cha shapchu chuba chup, rakata kayata gya shapchu gyura gyur, kayata kya shapchu kyura kyur, tao kadembu ge, pao sakasa sak, pa, tadembu te, la, rachata jadembu je sa je, sa shapchu su, yagigu yi, ranga rang, nga naro ngo, la shapchu lu sa lu, cha na chen, ao ka naro ko ra kor, wa agigu i, qui se prononcera ensuite ouais. Mais quand on appelle, on dit juste wa agigu i, pour bien savoir que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Sada ta da shapchu du ka duk, pao sa nga ta nga la ngel, la sa le, nga dembunge sa nge, para par, tara tara, la yagigu yi, ranga rang, nganaro ngo. Très bien. Voilà, donc si vous ne faites que juste ça, c'est déjà très très bien. Parce que vraiment, en le faisant assez régulièrement, votre niveau de lecture va vraiment augmenter. Le but, c'est ça hein, pour nous, c'est que vous ayez un bon niveau de lecture. Une fois que vous avez un bon niveau de lecture, hop, on peut glisser très facilement dans un texte, isoler les particules, mieux comprendre. Il n'y a plus l'obstacle de la difficulté de la lecture et du déchiffrage. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. C'est notre gros objectif, c'est vraiment devenir à l'aise dans la lecture. OK ? Puis, petit à petit, je vous introduis les différents éléments grammaticaux. OK? On va s'arrêter là, avec une dédicace. Sonam diye tomche zigpani tomne nyebe dranam pamjene kega nachi bala tukpai sipe tsole drowa drolwarai sho. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt. Et Merci. bonnes études, bon Merci replay. beaucoup. Merci. Bye bye tout le monde. Ciao, bye. Belle journée.